cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver par cette magnifique journée, mais on va voyager. Pour votre émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller. Et donc c'est sur Radio Grand Lac tous les 15 jours. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature, ses mystères et ses interactions, ses bienfaits sur notre santé. Et pour en parler aujourd'hui, parce que la nature nous émerveille et nous emmène des fois dans des endroits insoupçonnés. Mais alors pour en parler aujourd'hui, nous sommes en direct avec Xavier Perron. Bonjour Xavier. Bonjour Sandrine. Xavier est en Bretagne, voilà. Alors je vais vous présenter Xavier Perron pour ceux qui ne le connaissent pas encore dans quelques instants. Alors certains peuples n'ont pas de mots en fait pour désigner la nature car elle fait partie intégrante de leur culture et de leur spiritualité. Alors par exemple en éthiopien, alors vous m'excuserez, je n'ai pas forcément l'accent, ça se dit Tafato, qui veut dire ce qui a été créé. En Swahili, c'est Asili ou Azili, le monde, l'univers. C'est comme ça qu'il désigne ce que nous, on nommerait la nature, en fait. Et l'être humain fait partie de ce tout, en fait. Fait partie du monde, fait partie de l'univers, fait partie de ce qui a été créé. Pour ça, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. En fait, il n'y a pas de différenciation au niveau spirituel avec d'autres éléments du vivant. Donc concrètement, nous faisons partie de cet écosystème du vivant et le respecter, c'est aussi nous respecter. Aujourd'hui, alors nous allons partir en voyage au soleil avec Xavier Perron. Nous allons partir en pays Maasai. Xavier, vous êtes écrivain, anthropologue politique, spécialiste des Maasai, coach de vie et conférencier entre autres sur la spiritualité Maasai. Vous avez été maître de conférence à la Sorbonne, à l'île de la Réunion où vous avez dirigé un laboratoire de géopolitique. Vous avez été médiateur durant la guerre du Kosovo et justement, vous avez utilisé toute la philosophie, toute la spiritualité Maasai pour la résolution de conflits. Et la spiritualité Maasai tourne vraiment autour de l'amour. Vous avez écrit 14 livres autour des Maasai, réalisé 2 films. Un de vos livres, Les 9 leçons du guerrier Maasai aux éditions Jouvence, a été primé. Et il y en a un prochain à paraître dont vous allez nous parler en fin d'émission. Alors, vous êtes breton. Et votre père, expert en chasse et en pêche, vous a toujours emmené avec lui dans ses pérégrinations et aussi beaucoup en forêt. Et vous aimiez déjà observer tout en participant. Et surtout, vous questionnez très jeune sur le sens de la vie. Vous étiez le 9e enfant. Et 9e enfant n'est pas pour rien. C'est un point important. Alors, Xavier, quel lien vous unit au Maasai en fait? Comment êtes-vous venu à être autant en lien et à connaître si bien la culture Maasai, puisque d'ailleurs vous y avez vécu 3 ans? Oui, eh bien, en fait, ça s'est fait naturellement, on peut dire. Il n'y a pas eu d'effet de force. Ça s'est fait vraiment naturellement à partir du moment où je me suis noyé à l'âge de 6 ans. Après cette noyade en mer, j'ai fait un rêve, toujours le même d'ailleurs, où il y avait un homme noir drapé de rouge qui me tenait la main, puis on volait ensemble. Et voilà, il me mettait dans une ronde d'enfants autour d'un immense rocher sphérique, comme si c'était la Terre. Et voilà, on se tenait la main autour de ce rocher. Bon. Et en fait, c'était déjà effectivement les Maasai. Mais j'avais pas fait le rapprochement et puis curieusement je lisais tout ce qui avait trait au Maasai. Voilà, j'adorais évidemment Joseph Kessel, le lion de Kessel, aussi la piste fauve. Il y a eu Karen Blixen, Out of Africa. Il y a eu un film d'ailleurs assez célèbre. Il y a aussi Ernest Hemingway, etc., etc. Donc j'étais passionné par les Maasai sans savoir pourquoi, mais voilà, et il y a eu des tas de synchronicités ensuite qui m'ont permis de voir que c'était ma voie, c'était mon chemin, il fallait que j'approfondisse, il fallait que j'aille vivre chez les Maasai,
Et c'est vrai qu'à l'université, je me suis mis à travailler vraiment fort pour essayer de faire de l'anthropologie, c'est-à-dire recoudre les pièces découpées de la connaissance en faisant de la pluridisciplinarité, en étudiant un peu tout, à l'ancienne, on va dire, et donc le droit, l'ethnologie, la politique, etc. Enfin, les langues aussi. J'ai commencé à apprendre le swahili, j'ai fait les langues à Paris, et ensuite je suis allé en Angleterre. J'ai d'ailleurs eu là-bas une anecdote que j'aime beaucoup raconter, parce que lorsque vous êtes sur votre chemin, il y a des tas effectivement de signes qui se mettent en place, et notamment, alors là il y en avait un énorme. J'étais tombé amoureux d'une jeune femme, une jeune étudiante, une Allemande et de Hambourg, et vraiment je suis tombé très très amoureux. Et en fait, la première fois que je suis allé prendre le thé chez elle, elle louait une chambre dans une maison victorienne. Et quand je suis rentré la première fois, il y avait des vieux colliers Maasai au mur, dans le hall d'entrée. Et en fait, elle louait sa chambre au spécialiste mondial des Maasai, un historien qui s'appelle Richard Waller, un Anglais. Et incroyable, quoi. Enfin, alors que moi, je suis passé une année en Angleterre pour partir vivre chez les Maasai, faire une étude de terrain, une étude de terrain pour mon doctorat, et je voulais, et ce qui fait que je tombe amoureux d'un côté, donc je suis un peu, complètement accroché à cet amour, et je me dis, je vais peut-être aller étudier s'il y a des Maasai à Hambourg, j'étudierai la diaspora Maasai à Hambourg. Tellement vous êtes, amoureux, c'est votre cœur qui parle, quoi. Enfin, je veux dire, là, ça prend le dessus sur tout le reste. Mais avec cette rencontre, de ce professeur, je me suis dit, non, le signe est trop fort. Voilà, je veux dire, si c'est le véritable amour, je la retrouverai. Et puis voilà. Alors même si c'est douloureux, la souffrance est un don, parce que ça m'a éclairé sur le vrai sens de ma vie qui était en train de se mettre en place. Il y a eu plein d'autres synchronicités, et c'est vrai que quand j'ai vécu en Bretagne, j'étais en lien beaucoup avec la nature. J'adorais aller cueillir aussi les champignons, et c'est là où je me suis rendu compte que les champignons avec les arbres mettaient en place une stratégie, une coopération, solidarité. Ils échangeaient des nutriments. J'ai appris que finalement, ils tissaient leur toile, les champignons sous terre, ce qu'on appelle le mycélium, un réseau de filaments qui les relie aux racines de l'arbre, qui les protège, qui les abrite, mais aussi aux autres arbres. Et donc c'est un échange de nutriments entre champignons et avec les arbres. Ça, j'ai appris ça parce que effectivement, j'adorais aussi dialoguer avec l'arbre. Oui, on parle beaucoup d'enlacer l'arbre, etc. Mais en fait, il faut savoir que, et chez les Maasai, c'est le cas, ils parlent au cœur de l'arbre. Et c'est notre cœur qui est en écho avec celui de l'arbre. C'est assez extraordinaire. Alors les Maasai ont cette connaissance-là, mais moi je le faisais aussi depuis très longtemps. Et c'est des messages que l'on a lorsque l'on accepte de se régénérer chaque jour en allant dans la nature, justement. Et si chez les Maasai, il n'y a pas de mot pour nature. Voilà, justement, j'allais vous demander quelle est la place de la nature dans leur vie, dans leur spiritualité. Donc, ils la désignent comment, en fait? Ils la désignent, c'est beaucoup dire. Alors, en fait, il n'y a pas la nature. La nature, pour eux, je veux dire, vous êtes relié à tout ce qui existe, et par conséquent, il n'y a pas un mot particulier. Ça, c'est plutôt intellectuel. Ça, c'est nous, ça. On a séparé les choses. Et les Maasai ne sont pas séparés de ce qu'on appelle la nature. Ils la vivent, ils font à l'intérieur.
Et par conséquent, ils ont un mot qui résume tout ça, c'est un kishui. Un kishui, c'est quoi? C'est tout ce qui est vivant et tout ce qui rend vivant. Voilà. Et tout ce qui rend vivant nous ramène au sens ultime de notre vie, à Dieu. Nous ramène à donc la spiritualité. Chez eux, c'est Enkai, c'est le ciel, c'est tout, c'est l'univers. Et Enkai, voilà. Et justement, on a des messages d'Enkai, messages de la nature. Lorsqu'on est en particulier au sommet d'une montagne ou lorsqu'on est dans une forêt primaire où il y a des arbres gigantesques, comme dans la forêt de l'enfant perdu chez Massac. Donc, si vous voulez, on fait partie de ce monde. On ne possède pas la nature, justement. On ne possède pas les arbres, on ne possède pas l'herbe. Les Maasai, qui sont des pasteurs nomades, disent la nature. Enfin, ils disent pas la nature. Enfin, la terre. Enkishai, c'est ça. Enkishui, oui. Enkishui. Appartient à tous ceux qui suivent les herbages. Donc évidemment, oui, ils ont un autre proverbe qui dit on ne peut pas vivre tel un oiseau sur une branche. Bah oui, on a chacun notre part. On a chacun notre part et qui nous revient de droit divin, en fait, on va dire. Et donc voilà, et j'ai appris à leur contact que effectivement dans leur quotidien ils font ce qu'on appelle Aingolo Enkito, c'est-à-dire rechercher le bon ordre, parce que le bon ordre à l'intérieur de soi reflète l'extérieur aussi, ou l'extérieur est reflété par l'intérieur. Enfin, en tout cas, on est dans l'unité totale et on recherche le bon ordre précisément en allant en se promenant au contact des grands arbres, par exemple. Mais qu'est-ce que représente pour... Enfin, ça me semble ridicule cette question, mais que représente pour eux, c'est pas forcément les bons termes, le bon ordre, parce qu'effectivement, dans la nature, on dit bien que tout s'autorégule, enfin, dans la nature, comme nous on la nomme ici en Occident, je précise, tout s'autorégule, quoi. Les écosystèmes s'autorégulent sans l'intervention de la main de l'homme, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est le bon ordre pour eux, cet équilibre, en fait? Alors, oui, pour eux, en fait, Maasai, ça vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux, qui reflètent leur compréhension de la spiritualité, enfin la sagesse qui en découle. C'est que tout fonctionne dans la vie, dans la nature, ou à l'intérieur de soi, tout fonctionne par paire d'éléments complémentaires. Donc, si vous voulez, on ne s'oppose pas à l'autre élément. Tout fonctionne par paire. Et c'est donc l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, espoir, désespoir. La pluie, le soleil. Ouais, exactement. Enfin, il n'y a que ça. Il n'y a que des paires d'éléments complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce qui fait que, effectivement, le but, c'est d'être toujours dans l'unité. Voilà. Toujours un peu comme un funambule sur son fil avec le pendule. Enfin, Mais en fait, ça nous ramène à cette unité intérieure, enfin, comment finalement dans la philosophie taoïste, le yin et le yang. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi ce qu'on retrouve de continent en continent, sans que ces personnes soient forcément parler, communiquer. On retrouve dans ces cultures, dans ces spiritualités, toujours cet équilibre entre l'un et l'autre, en fait, yin-yang ou la paire. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de soi aussi, on a des paires. Et ça, exactement. Et que, en fait, il y a un autre principe aussi, c'est au Sinakishon, la souffrance est un don. Alors, c'est pas qu'on est venu sur Terre pour souffrir, c'est tout le contraire. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est initiatique pour comprendre, le sens de la vie en général. Eh ben, il faut en passer par là et il faut accepter, il faut traverser les épreuves, de telle sorte à ce que lorsque plus tard, enfin là c'est initiatique, lorsque plus tard vous aurez une véritable souffrance, vous pourrez la traverser beaucoup plus facilement parce que vous en connaîtrez le sens profond, et que
voilà, il faut le mettre aussi en complémentarité avec le bien-être. Voilà. Mais dans leur spiritualité, justement, on parle pas de Dieu, on parle de déesse. Tout est très féminin en fait dans la culture Maasai. Enfin, tout est très féminin, mais il y a un côté très féminin au niveau de la spiritualité. Ah, complètement. D'ailleurs, la femme, c'est Enkitok, ça veut dire l'être le plus précieux. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que donc tout est cercle aussi, et donc il faut refermer son propre cercle d'abord pour accéder à ce qu'ils appellent un troisième plan, une troisième catégorie, c'est-à-dire Enkai. En fait, c'est ça le féminin sacré. Enkai, c'est la déesse mère, en fait, c'est ça? C'est pas anthropomorphique, c'est pas anthropomorphique, mais c'est une énergie. Il se trouve que sur un plan supérieur, enfin il y a un champ supérieur d'énergie, qui est Enkai, c'est de Dieu en fait, mais c'est l'énergie au niveau énergie. C'est l'univers aussi, et d'ailleurs quand il pleut, ils disent Asha Enkai, c'est-à-dire que le ciel nous envoie son liquide amniotique, donc qui baigne la terre. On pourrait dire la terre-mère aussi, et dans lequel va germer la vie à nouveau. Vous voyez, ça forme les cycles. Le soleil apporte la lumière aux arbres, et les arbres donnent des graines aux oiseaux, aux éléphants, aux girafes, etc. Et puis donc, dans leur déjection, ils vont replanter. Donc, c'est un cycle complet, et les Maasai sont dans cette énergie-là. Donc, quand le tout, c'est d'accepter le masculin et le féminin, de refermer son propre cercle pour accéder au fait que dans la vie, tout est fragile, tout est en mouvement, rien n'est acquis, et qu'il faut épouser ce mouvement. Et donc, en fait, prendre soin des nourrissons, prendre soin des mamans, prendre soin des anciens, prendre donc des gens qui sont fragiles, il faut en prendre encore plus soin, et de soi-même. Quand on traverse des périodes difficiles de doute, quand on a quitté l'ancien mais on n'a pas encore accédé au nouveau, et il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin des gens qui sont dans cette situation, et c'est ça le féminin, c'est-à-dire transformer cette fragilité en force, parce que on ne s'oppose pas. Voilà, j'aime bien. Xavier, c'est passionnant. Le cœur qui parle. Pour eux, c'est le cœur qui parle. Et donc, quand on est en forêt, on est au diapason du cœur de l'arbre avec le nôtre, parce qu'on a cette volonté, on est dans l'amour. L'amour ne nous fait pas peur. Chez Maasai, l'amour ne fait pas peur, parce que c'est là que on découvre justement ce qui nous relie à la nature, d'ailleurs. Voilà. Alors, on va continuer cette discussion passionnante, parce que on vient au cœur des choses, au cœur de la nature, après cette pause musicale. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, nous sommes en direct, ravis de vous retrouver. Nous sommes en direct avec Xavier Perron, spécialiste des Maasai, anthropologue politique, écrivain. Il a écrit 14 livres et nous parlions justement de ce rapport, de ce lien qu'ont les Maasai avec la nature, sachant qu'ils ne font aucune différenciation entre la nature et eux. Ils ont, comme nous expliquait Xavier, un mot, Xavier, vous m'en reprendrez, qui désigne ce que nous on nommerait nature, c'est Enkishai, tout ce qui est Enkishu, tout ce qui est vivant, tout ce qui rend vivant. Alors, ils ont un endroit particulier, en fait, qui est une forêt primaire qui s'appelle la forêt de l'enfant perdu, et qui est justement aussi un lieu hautement spirituel et où on retrouve aussi des hommes médecine. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous en parler, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Écoutez, en Maasai, c'est Intime et Naimina Enkieo, donc la forêt de l'enfant perdu. C'est une forêt éminemment, effectivement, sacrée, parce qu'elle se situe à 3000 mètres d'altitude, donc sur des
sur des montagnes et des volcans. Et il y a une variété d'arbres absolument extraordinaire. Et c'est aussi une pharmacie à ciel ouvert, hein, et où vivent des hommes médecine de très grande renommée et qui sont là pour assurer la protection et aussi être les réceptacles des messages divins d'Enkai. Hein. Donc c'est à la fois l'altitude et la forêt qui fait que ils ont véritablement des messages extraordinaires. Et bon, c'est pas seulement de la voyance, la clairaudience peut-être, mais en tout cas c'est c'est des bénédictions. Voilà, ils bénissent voilà le lieu, les charges en une énergie supérieure, hein, et puis ensuite ils servent d'intermédiaire effectivement entre Enkai et les hommes et les femmes. Et ensuite ils sont de grands conseils, hein, évidemment, pour soigner les déséquilibres mentaux qui amènent des maladies. Et ils soignent aussi avec des plantes, c'est une pharmacie à ciel ouvert, donc normalement chaque Maasai traditionnel est à même de se soigner lui-même sans avoir recours à des hommes médecine, mais en cas de nécessité, en tout cas, ils vont les consulter parce qu'ils savent très bien que c'est un déséquilibre entre le mental, enfin le conscient et le subconscient, etc. Parce que nous dirions. Mais ils savent aussi que ils se sont déconnectés de l'esprit supérieur et c'est cet esprit supérieur qui va leur rendre la santé. Et ça, c'est les hommes médecine. Alors, ils vivent dans la forêt de l'enfant perdu. Pourquoi on l'appelle la forêt de l'enfant perdu ? Oh, il y a plein d'histoires. Chacun y va de son histoire parce qu'en fait, il n'y a pas une histoire unique. Hein. Chez les Maasai, c'est ça. En fait, on s'invente la spiritualité qu'on souhaite vraiment avoir en fonction de soi. Bon, il y a des grands principes. Alors, il y a l'histoire, en fait, en général, qu'on raconte, c'est que une jeune fille était allée avec des chèvres dans la forêt parce qu'il y avait des fruits sauvages. Parce qu'en fait, les Maasai, en fait, se nourrissent de lait frais, non pasteurisé, de vaches. Hein, ils ont des troupeaux immenses. C'est leur nourriture. Et en plus, ils font des soupes médicinales. Et parce que c'est assez gras, le lait, évidemment, c'est gras. Et ils ont aussi une connaissance des plantes incroyable et énormément de plantes antioxydantes comme la myrrhe, l'acacia nilotica, il y a des tas de plantes, notamment une gomme qui leur permet qui donne une vitamine C incroyable. Ils ont cette connaissance-là, ils se brossent les dents aussi avec des branches dont la sève, il y a différentes plantes, hein, dont la sève est bourrée de vitamine C. Enfin, voilà, donc ils ont aussi cette connaissance, mais effectivement. Donc la jeune fille qui s'est perdue. Ah oui. Dans l'histoire de la forêt de l'enfant perdu. Oui, j'entendais bien. Je m'étais complètement perdu. Voilà. Et donc la jeune fille est allée se nourrir de petites baies sauvages absolument délicieuses. Elle savait qu'elle connaissait un endroit, voilà. Et puis en fait, elle, par sa curiosité, elle est allée voir. Elle s'est enfoncée dans la forêt et puis. Elle est allée à la cathédrale des 7 arbres et voilà, c'est un lieu où d'ailleurs les hommes médecine font des tas de rituels pour les générations qui sont en train de naître, hein, pour les nouvelles générations. Et elle est allée, voilà. Donc elle a essayé de percer le mystère de la forêt et puis elle n'est jamais revenue. Donc en fait, c'est
la curiosité, oui, mais il faut pas aller trop loin, quoi. Il faut juste rester sous la protection d'Enkai, donc de l'énergie supérieure, mais ne pas aller trop loin dans cette curiosité, parce que c'est Enkai qui sait ce qui est bon pour vous. D'accord. Voilà, donc, mais après, quand les personnes vont dans la forêt de l'enfant perdu, ils savent vers où ils vont aller, ils savent où trouver les hommes médecine. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est juste le fait que il faut cultiver la patience. Voilà, il faut avoir la foi qu'Enkai va vous protéger, va vous guider. Donc, il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est un peuple pastoral qui, comme tout peuple pastoral, donc bouge au fil des saisons sur leur territoire. Le fait de bouger au fil des saisons sur un territoire permet aussi de réguler les écosystèmes, puisque en fait ils vont aller là où il y a de la nourriture en temps, à tel instant par rapport aux différentes saisons. Et malheureusement, il y a eu la colonisation, il y a eu la mise en place de réserves. Qu'est-ce que ça a engendré? Comment ça s'est passé pour eux? C'est paradoxal parce qu'en fait, ils sont pacifiques. Hein. C'est des guerriers pacifiques. C'est pas des guerriers qui vont attaquer, qui vont coloniser. Ils ont jamais colonisé personne. Et ils ont même, aussi mis en action leur grand principe spirituel, c'est-à-dire créer un continuum entre les trois modes de vie complémentaires, le pastoralisme au sommet. Vous avez la chasse-cueillette et l'agriculture. Et donc, il y avait des groupes, avant l'arrivée des Blancs, il y avait des groupes qui vivaient avec eux, en bonne intelligence, bien sûr, et qui, avec les chasseurs-cueilleurs, procuraient du miel aux Maasai. Les Maasai leur procuraient quelques vaches. Les agriculteurs, ils procuraient quelques denrées aussi. Il y avait un échange, Et puis quand les agriculteurs ou les chasseurs-cueilleurs voulaient devenir Maasai, ils frappaient à la porte, toc toc toc, je veux devenir Maasai. Il n'y avait aucun problème, puisque les Maasai ont un système de parenté très souple, donc ils pouvaient les adopter très facilement. Mais comment ça s'est... Pardon, oui, allez-y. Par contre. Oui. Comment ça se fait, oui. Non, comment ça s'est passé justement quand les Anglais sont arrivés. Quand les Anglais sont arrivés, parce que du coup, le fait qu'ils ne puissent plus bouger, ça dégrade aussi, et donc qui régule l'écosystème par leur pastoralisme, ça dérégule le système en fait. Mais ça c'est la destruction totale. Alors, au départ, il y a un jeune Écossais qui a traversé le pays Maasai en disant combien les Maasai étaient des gens extrêmement accueillants, spirituels. Il a écrit Through Maasailand à la fin du 19e siècle. Et donc, en fait, il a permis aux Anglais de décider que, alors qu'ils avaient très peur du pays Maasai, parce qu'il y avait des tas de clichés sur eux qui avaient été créés par les Arabes du golfe d'Oman. Le sultan a même transféré sa capitale à Zanzibar à l'époque, au XVIIe siècle, et pour éviter la concurrence du commerce commerce occidental, et de la colonisation, il disait que les Maasai étaient très sanguinaires, etc. Qu'ils étaient terrifiants. Et ce mythe-là a perduré. Et ce qui fait que quand ce jeune Écossais dit tout le contraire, ils sont adorables et ceci, cela, ils ont profité de ça pour coloniser effectivement le Kenya, qui est devenu une colonie de peuplement d'ailleurs. Et comme c'est devenu une colonie de peuplement, ils ont mis les Maasai dans une réserve. Et comme les Maasai sont non résistants, parce que c'est le principe même de leur spiritualité, leur homme médecine de très grande renommée, leur chef spirituel de l'époque, c'était Mbatian, qui a dit qu'il fallait absolument pas bouger, et qui n'était là que de passage, mais enfin, voilà. Et donc, en fait, ils ont été mis dans ils ont accepté. Il y a eu beaucoup de
de mort, hein, d'ailleurs. Et c'est dans cette réserve que les Maasai se situent aujourd'hui, parce que à l'indépendant, les Maasai n'ont pas récupéré leurs terres, alors que ils ont perdu, je sais pas, les 3/4 de la France, à peu près, vous imaginez. Et en plus, ils n'ont pas du tout ces notions, je veux dire, comme c'est un peuple pastoral, il n'y a pas ces notions de propriété. Donc, comment la terre d'aujourd'hui est en territoire Maasai? Parce que justement, Alors, sont-ils encore un peuple pastoral? Comment ça se passe? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ensuite, les raquettes foncières n'ont fait que continuer en fait sur ce qui leur restait, et on a créé aussi des parcs nationaux. On a exclu les Maasai. Alors eux, les gardiens naturels de l'environnement, parce qu'ils chassent pas, hein, à part les vieux lions qui sont eux-mêmes déjà condamnés par la Société des lions, mais ils ne chassent pas. Donc on a dit exactement l'inverse. On a parlé de collectionneurs de trophées, de je sais pas quoi, enfin, bêtes de proie magnifiques mais dangereuses, etc. Donc il fallait les écarter. Puis on a créé des parcs nationaux, donc sans les Maasai. Et du coup, alors que les troupeaux d'ongulés sauvages préfèrent une herbe courte qui a déjà été broutée par les Maasai parce qu'elle est plus, elle est plus nutritive. Par les vaches Maasai, vous voulez dire? Elle met moins, par les vaches Maasai. Elle est moins, ça met moins à couvert les lions, etc. Les prédateurs. Enfin bref, du coup, les pâturages dans les parcs nationaux sont devenus pauvres, et d'ailleurs les troupeaux vont beaucoup sur les terres Maasai. Je veux dire par là que ça a tout bousculé, hein, l'écosystème, et surtout la propriété privée, parce qu'on a obligé maintenant les Maasai à s'individualiser sur une terre avec un titre individuel de propriété. Oui, et ça bouscule toute leur culture en fait, parce que c'est pas comme ils fonctionnent par paire, par cercle, avec l'un. Comment ils gèrent ça à l'heure actuelle? C'était pas possible. Ils font au mieux, c'est-à-dire qu'ils essaient de créer des coopérations avec les familles, les clans, etc., et les classes d'âge. Donc ils font au mieux, mais malheureusement il y a un racket foncier sans précédent, parce que les autorités ont mis en place un système diabolique. Maintenant, il y a beaucoup de Maasai qui vont à l'école, mais à l'époque, tu vois, ils remplaçaient les vrais titres par des faux pour les Maasai, et les vrais, ils les donnaient à leur clientèle politique. Ça a été très dur. Bon, alors effectivement, c'est un concept complètement étranger, mais voilà où ils en sont, et on a vu en Tanzanie, carrément, ils ont déplacé 100 000 Maasai de leur terre d'origine, sur les terres de Ngorongoro, et ils ont brûlé leur village. C'était épouvantable. Alors, c'est compliqué, c'est très compliqué, mais comme eux, ils sont dans la non-résistance, ils peuvent pas attaquer comme ça, ils sont pas des activistes. Vous comprenez, ils vont pas mettre des bombes. Ils gardent en fait cet amour, parce qu'effectivement, je n'ai pas été en territoire Maasai, mais nous nous sommes rencontrés à Strasbourg lors du Forum des peuples racines, et donc j'ai pu rencontrer votre père, Kenny, entre autres, et ses carottes. Il y a un amour incroyable en fait qui se dégage juste à leur contact, et visiblement, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est cet amour qui permet de continuer à unir le pays et d'unir la terre. Enfin. Oui, c'est ça, parce que ils ont cette grande sagesse qui est mise en action à chaque fois avec le cœur, toujours le cœur, et le cœur grand ouvert, et fait qu'ils pourraient pas faire autrement. Et puis donc, je vous dis, ils font la navette entre les éléments apparemment contradictoires de la paire, et donc ils font la navette en permanence, c'est-à-dire que pour rester dans l'unité.
Donc, quand il y a une mauvaise nouvelle ou un événement qui les chagrine un peu, eh bien, ils savent que de toute façon, ça leur est donné, c'est quelque chose, c'est la réalité. Ils font corps avec la réalité, au lieu de rejeter ça. Donc, ils ont toujours, comme ils ont ça, ils peuvent pas haïr. Ils sont pas dans la haine. Ils savent que il faut, comme on dit dans la Bible, d'ailleurs, il faut bénir les flèches de ses ennemis, de telle sorte qu'elles soient inopérantes. Donc, on a toujours la bénédiction, et Mayan, mais c'est naturel, c'est comme ça, et donc, leur culture. C'est leur culture, et je trouve ça extraordinaire, parce que du coup, ils sont toujours en vie, malgré tout, et ils sont toujours là, Et justement, en fait, votre dernier livre, là, qui est bientôt à paraître, nous arrivons à la fin de l'émission, il nous reste quelques minutes. Votre dernier livre, donc le titre, c'est Les 3 révélations du cœur, c'est ça ? 3 révélations du cœur, ouais. Où peut-on le trouver ? Il est à paraître, il n'est pas encore alors en fait, il est paru, et c'est à compte d'auteur que vous publiez, non ? Non, c'est à compte d'éditeur. C'est un compte d'éditeur, c'est les éditions Maya, mais c'est les éditions Maya, pardon. Oui, Maya. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur parce que, il faudra se plonger dans le livre, vous comprendrez pourquoi, parce que moi je suis en quête de vérité. Et voilà, et c'est un livre qui va très loin dans la culture massage, justement, pour savoir effectivement que le cœur vous permet de résoudre, de faciliter votre vie, de la mettre en mouvement et d'être dans l'accueil de l'autre et complètement oui, bien sûr, il y a tout ce qu'on vit en ce moment, donc ça donne aussi un énorme éclairage par rapport à ce que l'on vit en ce moment, et des solutions. D'accord. Et justement, Xavier, vous proposez vous organisez des voyages. Il y a un prochain voyage. Alors juste nous donner la date et après où on peut trouver les informations, parce qu'on va rendre l'antenne. Voilà. Votre prochain voyage que vous accompagnez en pays Maasai, à quelle date est-ce ? Alors c'est du 17 au 24 novembre. D'accord. Les informations, on peut les trouver sur votre site, Xavier Perron, avec un seul R.com, c'est ça ? Avec un seul R.com sur mon site internet ou ma page Facebook. D'accord. Voilà. Et vous organisez également des conférences, donc ça c'est sur demande. Oui, ou des ateliers pour ceux qui souhaitent me faire venir. Je me déplace. Alors là, c'est très concret. Les ateliers, ça dure une journée et je me déplace souvent chez les gens. Bon, de toute façon, toutes les informations sur votre prochain livre, le prochain voyage et les conférences sont sur votre site, Xavier Perron avec un seul R. Et écoutez, chers auditeurs, ravis de cette émission. La prochaine émission, aujourd'hui à 18h15, sera le grand bain de l'écho avec Benjamin. Et nous nous retrouvons très bientôt. À bientôt. Merci Xavier. Au revoir à tous. Bonne journée.